Hey Jerry, Yes. le prof Jean-François Caron avec nous autres en Arménie. C'est incroyable. Université américaine en Arménie. Donc, il est là pour 1 an. On parle de ça avec lui dans la version Prime. Et sur la version live, on fait le tour des derniers sujets qui ont marqué l'actualité ici au Québec au cours des dernières semaines. Dernier sujet, prof, je sais, je te suis beaucoup sur X, bien sûr, comme beaucoup de monde. Je regarde un peu ta position qui ressemble souvent à la nôtre sur un paquet de sujets, mais j'aime la manière que tu l'exposes et tout ça. Comment ton bilan de ce qui est arrivé depuis le jour où Charlie Kirk a été assassiné à l'université de Utah où il était à ce moment-là, et toute la suite des choses, parce que je pense qu'il y a deux affaires. Il y a l'événement en tant que tel. Donc, l'événement arrive, on regarde un homme qui se fait exploser la jugulaire dans une vidéo qui devient virale en quelques secondes. OK, ça, c'est une chose. Humainement, on regarde ça, on fait « wow », OK? Et ça, puis moi, ben, regarde, Charlie Kirk, j'ai toujours adoré Charlie Kirk. J'avais parlé même le matin même, parce qu'on parlait de l'histoire qui est arrivée dans le métro de Charlotte, où ce que Charlie Kirk était en genre pas de guerre ouverte, mais de discussion croisée avec Van Jones, le gars de CNN. Puis j'avais parlé de ça ce matin-là, mais tu sais, je veux dire, pas Charlie Kirk fait partie de ceux, des influenceurs conservateurs qu'on suit. Mais je savais que beaucoup de Québécois ne connaissaient pas Charlie Kirk. C'est à part les gens qui nous écoutent, les gens qui sont plus ouverts sur ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je pense que 95% des Québécois ne savaient pas qui était Charlie Kirk. Mais arrive l'histoire. Et là, tu sais, j'en ai vu des affaires bizarres au Québec. Là. J'en ai vu des histoires vraiment weird au Québec, là, où je me dis, mais comment ils peuvent encore me surprendre? Là? Je me dis, ça se peut plus. Là. Ils ne peuvent plus me surprendre. Je les connais, je les ai tricotés, je les vois tous les jours. Je sais exactement comment. Mais il arrive des affaires. La dernière affaire sur Trump, j'ai été viré de bord comment, collectivement, toute l'histoire des tarifs, on a perdu la map, complètement perdu la map. Aucune analyse, rien de viscéral, rien. Il n'y avait rien de cartésien dans tout ce qui s'est passé. Il n'était que de l'émotion pure. Elbows up, c'était même de ça. Complètement con, complètement cave. Et là, je me dis, OK, bon, c'est un petit pas de côté, peut-être qu'on n'est pas. Et là, il arrive l'histoire de Charlie Kirk. Ouf! Je pense, tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on a dû dire, même, une de mes filles est arrivée en pleurant le jour où c'est arrivé. Elle était dans un endroit public, pas de gens qu'elle connaît nécessairement, mais des gens qu'elle côtoie pour son travail. Et bang, elle a entendu 8-9 commentaires. Oh yes, bonne nouvelle, Charlie Kirk est décédé. Hein, ça, bonne nouvelle. Ben, c'est un anti-avortement, c'est un raciste, tout a été réglé très rapidement, là. Et dans le fond, je ne suis pas sûr qu'il le connaissait tant que ça. Mais là, on est rendu à 5h30 l'après-midi. C'est arrivé aux alentours de 3h15, 3h30. Donc, très rapidement, il a fallu que les gens prennent un camp. Et déjà, tout le côté humain, un homme qui se fait abattre par quelqu'un qui n'aime pas son discours, tout ça a pris le bord en l'espace de 1 heure. Et là, c'est devenu « ouais, mais ». Le fameux « oui, mais ». Oui. Ouais. Très typique là, des gens de la gauche. Comme le 7 octobre 2023. Hein. Oui, c'est dégueulasse, une attaque terroriste. Mais il faut les comprendre. Hein. Ouais, exact. C'était la même affaire aussi. Incapable de prendre des positions de principe, c'est toujours le « oui, mais ». C'est vraiment dégueulasse. Mais non, c'est ça. Écoute, au Québec, il n'y a plus rien de surprenant. Là. Puis ce qu'on va vivre, ce qu'on va entendre dans 6 mois, dans 1 an, ça va atteindre des nouveaux sommets. On n'a encore rien vu. Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé, c'est dégueulasse. Tu sais, quand t'aimes pas quelqu'un puis la personne meurt, garde tes pensées négatives et méchantes pour toi. Tu n'es pas obligé là, de les partager sur les réseaux sociaux. Garde ça pour toi. Donc, en soi, se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est indécent, c'est dégueulasse, puis ça en dit long sur qui tu es. Exact. Sur qui la personne est. T'es une personne, franchement, fondamentalement dégueulasse. La personne, c'est un père de famille. Là. Imagine, tu as 2 jeunes enfants qui vont grandir sans leur père. Pourquoi? Pas parce qu'il est mort d'une injustice, d'un cancer ou d'un accident d'auto, un accident. Non, il a été flingué en public par un type qui n'aimait pas ses idées. Oui. Personne n'est capable de se placer dans la peau de ses enfants puis de faire preuve de compassion. C'est vraiment dégueulasse. Moi, ce que j'ai trouvé encore plus dégueulasse, c'est les commentaires des commentateurs politiques. Puis ce que je disais à Moret il y a une couple de semaines, j'ai dit, quand
quand tu es un influenceur, quand tu es une personnalité publique, tu as une influence sur les gens, il faut que tu fasses attention. Il me semble que c'est notre rôle, quand un événement se produit, comme celui-là se produit, de ne pas jeter de l'huile sur le feu, puis d'essayer d'avoir des propos qui vont calmer la situation, pas envenimer la situation. C'est l'exemple que je donnais à Moret. Imagine, t'es en onde, puis là, on vient d'annoncer qu'il y a de la tuerie à la mosquée de Québec. OK? On vient d'annoncer ça à la radio. 5 minutes après l'annonce à la radio, tu fais comme joke, ah ben au moins c'est pas grave, hein? Ils vont pouvoir au moins retrouver leurs 72 vierges au paradis. Ouais. Non seulement c'est indécent, mais les gens, les milliers de personnes qui t'écoutent à la radio, ils vont se dire, ah ben oui, hein, ils méritaient à quelque part. Alors que dans une situation explosive comme celle-là, qui peut déraper, c'est la responsabilité des gens qui ont une voix, qui sont écoutés, de dire, c'est dégueulasse, c'est inacceptable. Tu sais, Obama, Joe Biden, Nancy Pelosi ont tweeté au moment de l'assassinat, puis ils ont fait exactement ça. Il dit, c'est dégueulasse, c'est pas comme ça qu'on devrait régler nos problèmes, nos désaccords en démocratie. C'est ça dont on s'attend de gens qui ont une voix. Pas comme l'autre toton à Cube Radio qui s'en va faire cette joke-là alors que le cadavre est encore chaud, là. Tu sais, c'est totalement déplacé. Puis c'est pas comme ça qu'une personnalité publique devrait se comporter. Encore moins un être humain, mais une personnalité publique doit faire attention lorsque des situations comme ça se produisent. Mais moi, ce qui me marque le plus là-dedans, parce que je partage 200% ce que tu viens de dire, effectivement, c'est là où, tu sais, puis c'est ça. C'est ces moments-là où on voit comment tu réagis à la mort de quelqu'un, quel genre de personne que tu es. Puis je l'ai dit souvent, je le répète encore, moi, tu sais, je l'aime pas beaucoup, Barack Obama. C'est pas un des miens. Je veux dire, je l'aime pas. Je l'aime pas politiquement. L'homme, je le connais pas. Je le connais pas, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas joué au golf avec. J'ai pas rencontré. Peut-être que c'est une super de bonne personne. Puis peut-être que non. J'ai aucune idée. Mais je parle de l'homme politique. J'ai aucun. Moi, je pense que tout ce que nous vivons, ça part beaucoup de l'ère Obama. Donc, j'y en veux beaucoup au niveau politique. Mais s'il arrivait quelque chose à Barack Obama, excusez-moi, puis si je suis dans le coin de Washington, je vais aller passer en avant de son cercueil s'il faut. Là. Si moi, il arrive quelque chose. On dit que la personne la plus forte actuellement chez les républicaines est de loin. La plus forte, parce que c'est elle qui ramasse le plus d'argent, c'est AOC. OK? Donc, AOC est la plus forte en ce moment. Tout le monde la craint parce que c'est elle qui ramasse le plus de cash. AOC, puis moi, on a zéro point en commun. Là. 0 point commun. OK, je m'en vais à Scottsdale. Je me ramasse dans un bar. Je vois une fille, il me semble que c'est aussi. Je la croise, j'y parle. On prend une bière, finalement. Elle est cute, elle est drôle, elle est fine. On parle pas de politique. Il y a une game de basket qui joue. On parle de la game de basket. On se commande un autre pichet. On a du fun. Je ne dirais jamais qu'il arrive quoi que ce soit. Et j'ai vraiment aucun point en commun. Bon, mettons, je suis célibataire, et là, et cute, je peux la frencher, là. Mais je veux dire, mais je peux pas marier. Tu comprends? Je peux pas marier une gauchiste demain. C'est impossible. C'est impossible. Je peux pas marier. Mais il arrive de quoi? Et aussi, je suis en miettes. Une jeune femme comme ça, c'est-à-dire qui a de l'avenir devant elle. À un moment donné, il y a un humain quelque part. Là, eux autres, on dit qu'ils ont fait abstraction. Mais j'ai-tu besoin en plus de le dire? Le plus capoté, c'est qu'on a besoin de le dire là, live. Là. Oui. Comment on peut se comporter décemment avec un autre être humain? Oui. Tu sais, moi, c'est un jour, tu sais, je rencontre François Legault dans la rue, quand je reviens au Québec à Noël ou dans quelques mois. Je le croise dans la rue, puis en pleine campagne électorale, il s'approche de moi, puis il veut me serrer la main. Mais je suis un être décent, je vais lui serrer la main, puis je vais lui dire, bon, M. Legault, enchanté de faire votre connaissance. Puis s'il essaie de me convaincre de voter pour lui, je vais dire, écoutez, vous perdez votre temps, là. Exact. Je vais vraiment pas voter pour vous. Ne perdez pas de temps avec moi, là. Je suis content de vous avoir rencontré, mais j'ai pas l'intention de voter pour vous 0-0. Ça peut passer une bonne journée, au revoir. Je ne vais pas y cracher dessus, puis donc, te sors pas la main, t'es un ci, t'es un... C'est pas comme ça qu'on se comporte avec les gens. Tu sais, regarde, par exemple, moi, dans le passé, à un moment donné, dans ma vie académique, j'avais eu l'occasion de côtoyer Jean-François Simard, le député de Montmorency, qui a été nommé ministre responsable de la région de Québec. Tu sais, quand il avait été élu la première fois là, pour la CAQ en 2018, je suis pas caquiste, là, mais je l'avais rencontré, j'ai envoyé un courriel. Je disais, félicitations, t'as été élu, bravo. Tu sais, je te souhaite que du bien. Oui. Ça fait pas de moi un caquiste, un traître. C'est juste, regarde, bravo. Tu
T'as mis ta face sur une pancarte, t'as consacré du temps, de ton énergie, probablement de l'argent, t'as mis ta carrière académique de côté dans l'espoir de te faire élire. T'as fait des sacrifices, ça a fonctionné. Exact. Bravo. J'aurais pas voté pour toi, mais écoute, bravo, je suis content pour toi. Mais la prochaine fois, je voterai pas pour toi si tu te représentes aux élections. J'ai l'impression que les gens de la droite, pas tout le monde, évidemment, t'as du monde qui ne savent pas vivre non plus là, de chaque camp, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de monde décent dans la droite politique. Peut-être parce qu'on a été plus victime de ce genre de commentaires-là, puis ça nous rend plus... on réalise davantage les effets que ça peut avoir sur nous que les gens de la gauche. Qui, eux, c'est comme si on touche la blanche depuis 10-15 ans, puis ah ouais, donc, on peut te canceller, on peut te censurer, on peut te cracher dessus, puis il nous arrivera rien, nous autres, on perdra pas notre job. T'sais, parlant de cancellation, Jimmy Kimmel, hein, il cancellé. Là, c'est les levées de boucliers, c'est horrible, c'est terrible, c'est inacceptable. Ouais, mais vous étiez où quand Patrick Provost a perdu sa job? Vous étiez où quand j'ai perdu mon temps à me rendre à Ottawa pour me faire canceller 1 heure avant ma comparution devant le comité de la Chambre des communes? Voilà. Vous étiez nowhere to be seen. Oui. Pourquoi? Vous n'avez pas partie de votre gang. Puis en réalité, vous n'avez pas de principe. Vous allez juste avoir des principes quand le monde de votre gang va être victime de votre propre médecine. Puis ça, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est une boîte qu'ils ont ouvert. Moi, c'est une boîte qu'ils ont ouvert en 2004-2005. Ça a commencé même au Québec. Puis moi, j'étais au cœur de ça. Et on répétait ça tous les jours. On disait à tous les jours, c'est une boîte dans laquelle vous allez être obligé de vivre à un moment donné. Vous ouvrez cette boîte-là, puis à un moment donné, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez tomber dans cette boîte-là. Et quand c'est exactement ce qui est arrivé. Puis, en passant, c'était même pas de la censure. Là. La preuve, c'est que si c'était de la censure du FCC, il n'aurait pas été remis en ondes 3-4 jours plus tard. C'était une décision avec les affiliés et tout ça. Donc, c'est tout du grand blabla, mais ça nous a permis de voir comment ces gens-là ont des principes avec deux côtés à la patente. C'est des faux culs. C'est des hypocrites, c'est des faux culs, puis on l'a réalisé, là. Puis même quand ils osent dire « Ah ouais, une liberté d'expression, puis la censure », ils trouvent quand même le moyen, ces gens-là, de se victimiser dans des drames qui touchent les autres. Tu sais, je pense que l'affaire la plus dégueulasse, ça a été à la grande messe là, du dimanche soir, quand ils ont accueilli la journaliste de CBC qui s'était fait sacrer dehors. Là. Gilmore, c'est ça? Oui. C'est une fille de CTV, je pense. Ouais, bref, télévision Canada anglais. C'est très mauvais. C'est ça, tu sais, donc c'est un truc sur, bon, tu sais, Charlie Kirk vient de se faire flinguer. Ils invitent une personne qui trouve... Elle a trouvé le moyen de se transformer elle-même en victime. Hey, c'est pas toi qui viens de se faire flinguer, là. C'est pas toi là, qui va avoir 2 enfants là, qui vont grandir sans père. Là. T'as reçu des gens qui t'ont envoyé des insultes sur les réseaux sociaux. Là. Tu sais, proportionnalise un petit peu la chose. Là. T'es loin d'être une victime. Mais ça montre à quel point ces gens-là, ils sont dans une espèce de bulle, puis sont complètement déconnectés de la réalité, puis sont même plus capables de voir là, les choses correctement, comme ils devraient voir. Donc après ça, pourquoi s'attendre à ce que ces gens-là fassent preuve de la moindre décence élémentaire dans le cas de décès d'un individu? Ils en sont incapables. Ils vivent dans un monde parallèle. Ils sont sur une autre planète. Pour répondre à ta question de tantôt sur... tu disais, la droite... Il y en a qui dérapent aussi. Moi, mes principes sont très, très, très forts. C'est pour ça que quand est arrivée l'histoire de cancellation, j'ai dit non, il ne faut pas canceller. Sur l'histoire de Jimmy Kimmel, j'ai dit si l'histoire vient du FCC, c'est à dénoncer à mort. Si c'est une histoire économique, mais regarde, c'est so be it. C'est les compagnies en bourse ou privées qui décident de prendre une décision. Mais, tu sais, ces principes-là, il n'y a pas beaucoup de monde. En tout cas, chez les gens de gauche, il n'y a pas beaucoup de monde qui les ont. Puis on l'a vu par le comportement. Moi, je pense que c'est... Il y a de nombreux exemples de ça, mais là, c'est l'exemple récent. Et si tu compares Black Lives Matter, tu compares d'autres occasions où la gauche perd les pédales sur quelque chose de grave qui arrive. Mais à un moment donné, tu peux faire une vigile, tu peux faire une messe, tu peux faire un paquet de choses pour montrer ton support, mais tu n'es pas obligé de mettre en feu un centre-ville, de voler le Walmart au complet, puis de mettre finalement toutes les grandes villes des États-Unis à l'envers. Alors que pour Charlie Kirk, les raisons d'être fâché étaient là et ça a été fait dans le calme, la paix, la réflexion, la prière pour certains. Ça a été fait de manière exemplaire en Arizona au stade des Cardinals. Il n'y a pas eu rien. C'est vraiment, c'est elle, en image, c'est elle la différence entre
notre groupe et leur groupe. Puis ils peuvent pas s'estiner là-dessus. Ils peuvent pas nous donner, je sais qu'ils le feront pas, mais ils peuvent pas nous donner raison là-dessus dans le fond d'eux-mêmes. C'est la différence entre eux et nous. On a de la classe, on est réfléchi, on n'est pas des bébites. Oui, on a des émotions, on a besoin d'émotions pour vivre, mais je veux dire, c'est pas les émotions qui guident notre pensée puis qui guident nos intérêts, alors que ça devient variable avec les émotions. Ça devient variable en fonction de à qui ça arrive, pourquoi ça arrive, etc. Nous, on n'est pas comme ça. Moi, je suis, tu sais, dans cette tragédie-là, le seul bon qu'on est capable, on n'est pas beaucoup de bons là-dedans, là, mais le seul bon qu'on est capable de voir, c'est que je suis content d'être ce que je suis. Je n'ai rien fait pour ça, je suis ce que je suis. Puis je suis content de voir la gang avec qui je suis. Je suis dans la bonne gang. On a peut-être plus de principes, justement, que ceux qui s'opposent à nous. Puis tu sais, même simplement reconnaître le rassemblement, ses funérailles en Arizona, tout était calme, dans la prière, dans la réflexion. C'était beau, là. Puis tu as eu Musk qui était là, qui a serré la main à Trump. Dans des moments comme ça aussi, des funérailles, ça permet de raccommoder les liens qui sont peut-être brisés quelques semaines, quelques mois auparavant, ou voire même des années auparavant. Puis il y avait quelque chose de beau dans ce moment-là, mais tu as quand même eu des commentateurs au Québec qui ont dit ça fait penser à des rassemblements du Parti nazi dans les années 30. Et en France aussi, on dirait que les deux places francophones sont complètement cinglées. Je sais pas c'est quoi le lien que j'essaie de comprendre. J'osais de ça avec ma blonde. Je dis, c'est quoi le lien avec la langue française et les conneries qui sont racontées par les Français et les Québécois? J'essaie de comprendre c'est quoi, patente. Oui, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, mais nous autres, on est particulièrement bons là-dedans. Puis nos cousins français sont très croyables. Oui, on se démarque particulièrement pour ce genre de comparaison complètement conne. À la décharge à la décharge des Québécois, des commentateurs québécois qui ont tenu ces propos-là, tu peux dire, bon, c'est pas la même envergure intellectuelle que des commentateurs en France, là, qui ont quand même un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on trouve dans le Journal de Québec, là. Les commentateurs du Journal de Québec, de Québécois, à part Bock-Côté puis Facal une fois de temps en temps, là, c'est... Tu te dis, si bol, ces gens-là ont une plume. Luc La Liberté, c'est épouvantable. On a vu, il a pogné le rock bottom. Oui, puis l'autre, nazi où il a essayé de s'en tirer, c'est l'enfer. Oui, puis Loïc Tassé, là, c'est assez particulier aussi, ou Pierre Martin, là. Les trois analystes de la vie politique américaine de Québécois, là, ça travaille dans une station de radio en France, là, on s'entend que ça serait portier ou concierge, là, puis rien d'autre, là. Mais ça en dit beaucoup sur PKP, pareil, hein, de tolérer ça. Tu sais, je veux dire, tu vois que les gars ne te donnent pas nécessairement de clics. C'est juste commenter sur un tweet. Tu sais, les gens ne donnent pas de clics même au texte. Là. Ils vont juste voir le titre, puis ils vont commenter. Donc, tu ramasses même pas une scène de ça ou presque. C'est ça. Puis finalement, tu passes pour une gang de coucous, pas à peu près. Là. Je sais pas c'est quoi le but de PKP là-dedans. Vous oubliez le meilleur, Normand Lester. Normand Lester, c'est aussi pas à peu près. Là. Oh, ouais. Non, ben écoute, je regardais hier sur le X du Journal de Québec, le Journal de Montréal, ils ont 330 000 abonnés, followers, quelque chose comme ça. Tu sais, tu as des articles qui avaient été publiés 12 heures auparavant. Tu avais un commentaire, 3 likes, aucun retweet, puis à peine 1000 personnes qui avaient vu le tweet. Tu dis, ça marche pas, là. C'est qui ces 330 000 personnes-là qui supposément suivent un compte de même, là? De temps en temps, ils ont un hit, là, mais c'est un peu nous autres qui le provoquent parce que ils font le fou d'eux autres, là. Mais on les retweet. C'est ça, exact. Ça prouve qu'ils ont... S'ils sont bons, ils peuvent avoir de l'attraction dans un sens ou un autre. Mais plus souvent qu'autrement, le monde s'en sac. C'est pour des mauvaises raisons quand ils ont de l'attraction. Ils publient quelque chose de souvent, c'est pour des mauvaises raisons. Souvent. Non, tu sais, écoute, le commentariat politique au Québec, au Canada, là, c'est pas exceptionnel. Mais tu sais, à quelque part, il y a une liste. Moi, je suis persuadé qu'il y a une liste noire à Radio-Can. Ça m'est arrivé il y a à peu près un mois. Il y a un journaliste qui m'envoie un courriel qui dit, je suis en train de préparer un reportage sur la situation dans le Donbass, puis on m'a parlé de toi, j'aimerais t'avoir en entrevue, es-tu disponible? Oui, t'as vu ton affaire. J'y réponds en 15-20 minutes, là. Il était 5 heures du matin quand j'y ai répondu, je venais de me lever, j'ai répondu en 15-20 minutes. Puis là, je me suis dit à moi-même, là, pauvre gars,
tu sais pas que quand ta demande va monter à la direction de l'information, oui, tu vas te faire dire, non, Caron, il peut pas passer à notre réseau parce que c'est un pro-russe, c'est un coucou, c'est un ci, c'est un ça. Comme de fait, le journaliste a jamais donné suite à sa propre demande. Pas moi qui l'a contacté, c'est lui qui me contacte pour une entrevue. Donc ça m'a laissé penser, puis j'ai parlé à des anciens journalistes de Radio-Canada, 2 personnes, puis je les nommerai pas pour pas les mettre dans la merde, qui m'ont confirmé que effectivement, il y avait quelque chose qui ressemblait à une espèce de liste noire, puis après ça, demandez-vous pas pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui interviennent sur un show, ça ne tente pas de provoquer. Tu sais, mettons qu'ils sont pas d'accord avec ce que tu dis. Ça leur tente pas de juste shaker à baraque un peu, ça leur tente pas zéro. Ils sont pas capables, ils n'ont pas l'envergure intellectuelle. Quand je dis que ces gens-là, s'ils travaillaient dans une radio en France, ça serait au maximum portier ou concierge. Ils n'ont pas l'envergure intellectuelle. Vous vous souviendrez, là, le fameux échange entre Stéphane Bureau et Olivier Niquet. Ouais. Il y a 1 an et demi de ça. Tu sais, je veux dire, Bureau, il l'a mangé tout cru en même pas 2 minutes. Là. Ouais, il n'y avait pas de... C'est ça, mais ça là, c'est une star. C'est une star à Montréal, dans la tour infernale. Là. C'est une star qui fait la pluie et le beau temps. Quand c'est ça, tes élites intellectuelles, là, qui ont des micros, qui ont une voix, puis ils sont suffisamment connus pour que tu mettes leur face là, sur des posters à côté du pont Jacques-Cartier, là, t'es dans la marde. Ouais, t'es dans la marde. Ta business is going down. C'est sûr. Hey, dernier sujet, je te laisse aller profiter de ta soirée, quoi qu'elle avance vite dans ton cas. Véronique Yvon, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle a été. Est-ce qu'elle a voulu être chef du PQ? Je pense que oui. Est-ce qu'elle a voulu être chef du Bloc? Peut-être que oui. Elle a été élue péquiste souvent. Est-ce que pendant qu'ils ont été au pouvoir 18 mois, elle a été ministre? Je pense que oui aussi. Ouais. Quand Jean-François Lisée était chef du PQ puis que ça allait pas trop bien sa campagne, il avait laissé sous-entendre qu'en réalité, c'est elle qui deviendrait peut-être première ministre. Ouais, exact. Ouais. C'est pas une madame déplaisante dans le sens qu'il y a des péquistes vraiment plus tannants qu'elle, là, mais... Et là, cette semaine, elle a fait un tweet, tu as dû le voir, elle a dit « Coudon, est-ce qu'on est devenu le 51e État? » Elle a dit « Toute la couverture médiatique, c'est quasiment uniquement sur Trump et les États-Unis. » Et il y a un bout audio qu'elle a fait avec Marie-Lou Arsenault, ma préférée, de 2 minutes. Je te fais entendre, comme conclusion, je veux savoir qu'est-ce qu'on lui répond, parce que nous autres, c'est un constat qu'on fait depuis toujours, qu'il y a une maladie mentale sur la couverture de Trump et des États-Unis, puis que beaucoup de monde s'en tire. Pendant qu'on parle de ça, on n'est pas en train de parler du fiasco québécois sur telle chose et telle chose. Donc, ça fait l'affaire de beaucoup de monde, je pense. Moi, je ressens un malaise de plus en plus grand face à la couverture, je dirais... Quasi en continu. Je vous cite de l'actualité américaine, y compris souvent totalement de l'ordre de la politique intérieure. Serions-nous devenus le 51e État de notre propre gré? De toute évidence, quelque chose m'échappe. Oui, je trouve ça intéressant de pouvoir discuter de ça avec des gens des médias. Parce que, non, mais c'est une vraie question. Ben, c'est ça, je me suis dit, c'est formidable. Oui. C'est une vraie question que j'ai. C'est-à-dire où on met la ligne. Puis moi, ce malaise-là, il est venu parce que je comprends évidemment l'importance de couvrir tout ce qui concerne l'économie, les relations commerciales, les tarifs, les positions internationales, la présence de Trump à l'ONU cette semaine. Je veux dire, tout ça va de soi. Mais c'est l'ampleur et je dirais la priorisation qu'on donne à certains éléments de la politique, même trumpienne. Là, je suis pas sûre qu'on peut encore parler de politique américaine. Absolument. Et ça faisait suite, cette espèce de nouvelle-là, vraiment qui a eu toute l'attention lundi sur le Tylenol et l'autisme, à des jours et des jours de couverture presque en continu à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk. Moi, je trouve que oui, l'assassinat, c'était un assassinat politique, c'était important de le couvrir, mais quand le lendemain, le surlendemain, on arrêtait sur nos chaînes d'infos continues pour aller au point de presse des autorités pour la chasse à l'homme, puis ensuite qu'on a diffusé en direct, pour ne pas dire quasi en continu sur certaines chaînes, les commémorations dimanche dernier, je me suis dit, il y a 2 semaines, personne à peu près ne savait qui était Charlie Kirk au Québec, et là, c'est rendu qu'il passe avant toute autre chose. Puis mon malaise, il vient du fait que la tarte d'information, elle est quand même pas infinie. Et quand on va jusqu'aux nouvelles de politique intérieure, on est rendu des fois qu'il y a un écrasement d'avion à Washington, tout petit avion, on fait un live, un direct là-dessus. Je me dis, qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'on est en train quand même de couper sur d'autres nouvelles. On occulte autre chose. Totalement. Puis même sur d'autres nouvelles de notre politique, de notre vie collective ici québécoise et aussi d'autres nouvelles internationales. Fait que oui,
il faut le couvrir, mais jusqu'où? Ouais, d'après moi, elle vient de répondre à sa propre question à la fin, là. Mais c'est qui couvre ça? C'est pas moi là, qui en parle 24 heures sur 24, là, de Trump. C'est autres. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, ça fait leur affaire parce que ils sont pas capables. Ils sont dans un stade où ils sont plus capables de débattre. Ils ont perdu l'habitude de débattre. C'est pour ça que souvent ils se comportent de façon aussi indécente puis odieuse. Ils savent plus débattre. Alors que la véritable question qui devrait être débattue en ce moment, c'est pourquoi est-ce que le temps d'attente en moyenne dans les urgences, là, à l'heure où on se parle, c'est de 5 heures au Québec. Pourquoi la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière est de 18 heures 34 minutes? Pourquoi est-ce que le taux d'occupation des civières est de 121 % à l'heure où on se parle? C'est ça les vrais problèmes, là. Oui. Mais le Québec est dans un état mental où on est incapable de se poser cette question-là. La maison est en feu, puis pendant 24 heures, la seule chose à laquelle les gens pensent, c'est on va peinturer les murs du salon en bleu pâle ou en jaune? C'est ça les questions, là. Le focus là, est complètement déconnecté des véritables priorités. Puis les gens qui décident de parler de ces véritables priorités-là, comme Duhem, pendant la dernière partielle, hey, c'est un extrémiste de droite. Oui. T'es comme, alors, comment est-ce que... Honnêtement, chapeau à Duhem d'accepter de faire de la politique dans une province qui est complètement déconnectée comme ça, là. Oui. Il est en train de dire, hey, votre maison est en train de cramer, là. Appelez les pompiers. Non, faut penser si les murs vont être bleus ou un rose pâle. On s'assine avec ma femme depuis une couple d'heures là-dessus. Non, faut que vous appeliez les pompiers, là. Puis là, le couple regarde le gars puis ils disent, il est dangereux. T'es un fasciste, toi, là. Un fasciste, toi? Pourquoi j'appellerais un pompier? Tu es en train de me dire que je suis dans le trouble, ma maison est en feu. Ben, pas mal en feu, ta maison. Mais je pense que le point, elle l'a répondu un peu à la fin. C'est le meilleur moyen pour cacher nos problèmes. Donc, utiliser Trump, puis eux autres, nous autres, on le fait, mais on le fait d'une autre manière qu'eux le font. Puis, eux le font, on sait, là, pour le traité de gros cave, le traité de... C'est jamais de bonne foi, là. C'est pas... Mais ils remplissent quand même 24 heures, mettons que c'est 20 heures quasiment sur 24, juste avec Trump, là. Et ils le font. Puis la question est très bonne, mais à qui ça sert? Moi, je pense que le gouvernement du Québec est très content. Je pense que la gang des libéraux de Carney est très content. Oui. Je pense que beaucoup de monde est très content que finalement, tout le spotlight de nos médias est sur Donald Trump. Oui. Puis là, ça permet aux politiciens de dire c'est la faute de Trump. Hey, le Canada se dirige vers un déficit de 100 milliards de dollars. La faute de Trump et ses tarifs. Mais le coût de la vie augmente. Cette semaine, ça a été entendu par Rocky. Rocky le dit lui-même. Il faut besoin de moi dans cette crise économique à cause de Trump. C'est l'épouvantail parfait. Mais ça évite d'avoir des milliards, encore 500 millions d'une patente à Varennes. C'est pas Trump qui a fait mettre 500 millions de l'argent des Québécois dans l'histoire de Varennes. C'est pas Trump. Si ça a planté, c'est à cause de Trump. Puis il y aura toujours des Monique puis des Roger qui sont plugués 12 heures par jour sur LCN en bruit de fond qui vont dire « Ouais, c'est à cause de Trump ». Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux juste... Ça sert à rien de faire de la politique au Québec, là. Tu sais, quelque part, autant où je respecte Éric Duhem pour ses efforts et sa volonté de brasser la cage puis changer les choses, il y a une partie de moi-même qui me dit « Il perd son temps ». Parce que les gens ne l'écouteront jamais, ils vont le considérer comme un malade mental, un extrémiste de droite, puis il ne sera jamais capable de faire élire plus qu'une poignée de députés parce que... Puis les Québécois veulent que rien change. Rien. C'est le politicien le plus détesté au Québec. Le gars, il n'a jamais perdu une scène de l'argent public, mais ça reste le politicien le plus détesté au Québec. Il est plus détesté que Legault puis Fitzgibbon qui ont perdu des milliards de dollars dans des patentes à gosse. Ça va pas, là. Mais tu sais, c'est ça. Le Québec il veut du changement et les Québécois n'en veulent pas. Non. On est bien dans le marde, je te dis. Hey, prof, super. Bon moment, c'est le fun. Quelle tournée. On va se repogner d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Donc, bon séjour. Bon séjour en Arménie. C'est vraiment beau, Erevan. Hein? Quand on va voir les photos, c'est de toute beauté. C'est incroyable. C'est super. Avec la montagne au loin, neige éternelle, c'est beau. Sur la colline, avec le mont Ararat. Wow. Supposément, c'est là où l'arche de Noé s'est posée après le déluge. Prends des photos parce qu'il n'y en aura plus bientôt, là. Non, c'est ça. Ça fait partie de la mythologie ici, là. C'est super bel endroit. Je suis content. Yes. Très content de t'avoir jasé, prof. Moi aussi. Bonne journée. On va se reprendre.